Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, pour le 3e épisode de votre podcast Free Lunch avec Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour Manus, moi c'est Edouard. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler de Barack Obama qui vient d'annoncer qu'il va passer une mesure pour l'immigration. Et là, du coup, c'est vrai qu'on est content de pouvoir ouvrir sur une bonne nouvelle venant des États-Unis. Donc, Edouard, si tu peux nous résumer un petit peu ce qui se passe. Ouais, on a beaucoup, l'épisode précédent, on a beaucoup critiqué Obama et l'Obamacare, mais cette fois, une bonne nouvelle. Donc, il y a 2 jours, ou 2 ou 3 jours, Obama a passé ce qu'on appelle un executive order sur l'immigration. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, il y a à peu près 11 millions d'immigrés en situation irrégulière aux États-Unis. Obama ne passe pas une loi, voilà, c'est purement un acte administratif qui va faire en sorte que la loi ne sera pas appliquée pour 5 millions d'immigrants illégaux. C'est-à-dire que ces immigrants illégaux aujourd'hui sont aux États-Unis, travaillent, paient leurs taxes, mais du jour au lendemain, ils peuvent ils peuvent se faire déporter quoi concrètement. Et avec cet ordre exécutif de Obama, la loi ne sera pas appliquée pour ces 5 millions d'immigrants illégaux. Alors, faut savoir que c'est vraiment au niveau légal, ça tient la route vraiment. Il y a eu une mini controverse de la part des républicains qui disent non, il a outrepassé le Congrès, mais non, concrètement, un executive order, Obama, c'est dans ses pouvoirs. Et concrètement, voilà, ça ne crée pas de loi et surtout c'est temporaire en fait. C'est-à-dire que le prochain président après Obama pourrait très bien du jour au lendemain décider non, c'est terminé, on applique la loi comme avant. Donc, en fin de compte, voilà, c'est quand même une bonne chose. Ça fait quand même 5 millions d'immigrants illégaux. Bon, il y en a beaucoup plus que ça en réalité aux États-Unis. Ça fait quand même 5 millions qui maintenant pourront vivre de manière plus saine, moins stressée, enfin voilà, vivre de manière plus sécurisée, sans avoir la peur du jour au lendemain de se faire déporter. Donc, on était d'accord avec toi et moi, c'est une bonne chose, quoi. Ah non, mais tout à fait. Là, pour une fois qu'on peut ouvrir sur une bonne nouvelle, c'est bon à prendre. Donc juste pour préciser, comme tu l'as dit quand on préparait l'émission, il n'y a pas encore tous les détails, et notamment quand Obama annonce que ça va concerner 5 millions d'immigrés, on ne sait pas encore sur quels critères est-ce que les 5 millions, sur quels critères il se base pour annoncer ce chiffre de 5 millions. Non, on sait pas encore très concrètement Voilà. qui ça va concerner, mais en tout cas, c'est l'objectif, il a annoncé ce chiffre, 5 millions. D'ailleurs, pourquoi 5 millions et pas 6 ou 4, on ne saura jamais vraiment. En tout cas, c'est le chiffre qu'il a annoncé. Et en annonçant ce chiffre, il a eu un discours que j'ai beaucoup apprécié, moi. Là, j'ai quelques citations sous les yeux. Il dit des choses vraiment intéressantes, entre autres. Ça revient un peu sur l'esprit, voilà, aux États-Unis, voilà, enfin c'est assez connu, au 19e siècle, il y avait une politique d'immigration très libre, voilà, on le sait très bien, c'est un pays qui a été fondé sur l'immigration, je veux dire, les États-Unis ne seraient pas les États-Unis sans l'immigration. Et donc il revient un peu sur cette histoire-là, sur ces fondements-là des États-Unis. Il dit entre autres, leur vie, leurs espoirs, leurs rêves et leur patriotisme sont les mêmes que les nôtres. Il appelle notamment, il dit voilà, maintenant, aujourd'hui, grâce à cet executive order, tous ces gens-là ne risqueront plus d'être déportés, donc du coup, vous pouvez sortir de l'ombre, c'est ce qu'il dit. Ouais. Maintenant, vous pouvez sortir de l'ombre, vous n'avez plus à vous cacher, vous pouvez vivre librement, payer vos taxes, travailler, fonder votre famille, vous n'aurez pas de risque du jour au lendemain qu'on vous déporte. Après, c'est quand même à relativiser parce que Voilà. il y a 11 millions d'immigrés illégaux. Ils vont pas les déporter du jour au lendemain. Je veux dire, même avant. C'est-à-dire que c'est un pourcentage très très faible qui concrètement se faisait déporter. C'est quand même un des nombres conséquents. C'est quand même des familles qui se faisaient déporter. Et du coup, aujourd'hui, ce sera plus le cas. Après, il faut aussi Voilà, ce qui relativiser était aussi intéressant, ce qui était intéressant à noter, c'est que Obama sur le sujet, c'était un peu comme nous quand par exemple on avait Sarkozy et sa politique d'immigration qui est absolument atroce, on avait les gens dans la rue pour protester et tout. Maintenant, quand c'est Manuel Valls, on n'en parle plus, mais les chiffres ont empiré et comme tu le notais, en fait, c'est un peu la même chose avec Obama, c'est-à-dire que quand on compare comment dire, le palmarès d'Obama, entre guillemets, sur la question de l'immigration, il est pire qu'a pu être Bush sur par rapport au nombre de déportations d'immigrés et de gens qui ont été renvoyés dans leur pays.
Tout à fait. Ouais, Voilà. c'est Obama, on le voit généralement, il est vu comme comme les démocrates en général, ils sont vus comme les producteurs des libertés individuelles, et sur l'immigration, il est vu comme pro frontières ouvertes, pro immigration libre, quelqu'un qui va défendre les droits des immigrés. Et c'est d'ailleurs ce que le critique ouvertement les républicains, ils le haïssent pour ça, vraiment. Non, c'est le pire du pire. Obama, il laisse les frontières pour que les flots d'immigrés débarquent aux États-Unis. Donc c'est pas vrai concrètement. Sous sa présidence, il n'y a jamais eu autant de déportés chaque année. Et autre mesure intéressante, il n'y a jamais eu autant de personnes emprisonnées aux États-Unis parce qu'ils ont traversé la frontière illégalement. C'est-à-dire que vous venez une fois aux États-Unis, vous faites déporter dans votre pays d'origine, vous revenez une deuxième fois, là vous risquez de vous faire emprisonner. Et il n'y a jamais eu autant d'emprisonnements sous Obama d'immigrés illégaux. Alors après, la question se pose, voilà, c'est sous Obama. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est pas juste l'administration sous lui? Il n'a pas vraiment de marge de manœuvre? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, non, parce que il a mis en place des choses qui font que ça a favorisé ce processus. Je veux dire, concrètement, il a mis en place des mesures qui favorisent une meilleure efficacité du service d'immigration. Par exemple, là, j'ai sous les yeux une des mesures qu'il a pris qui s'appelle Secure Communities, où l'administration Obama a mis en place un système où les policiers locaux peuvent très facilement prévenir les agents de l'immigration fédéraux pour dès qu'ils remarquent un immigré en situation irrégulière, les fédéraux arrivent et les embarquent et les déportent. Donc, je veux dire qu'il a mis en place des processus qui facilitent ces déportations. Donc il n'est pas juste témoin de ces chiffres, il en est acteur. Voilà, donc bonne nouvelle, mais à relativiser quand même. Voilà, on attend, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Ah non, clairement, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est énorme. Voilà, faut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire qu'après les réformes, on a parlé quand même d'Obamacare, qui était la réforme d'Obama et qui est complètement ratée. C'est quand même très bien de voir un sujet sur lequel il peut faire avancer les choses. Maintenant, c'est juste une façon de dire aussi, peut mieux faire. C'est très bien, mais c'est clairement mieux que ses prédécesseurs. L'intention y est. Maintenant, on attend de voir des actes plus forts sur le sujet. C'est quand même, moi je veux dire, quand j'ai découvert cette nouvelle, je suis là, yes, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'arrivais pas à me souvenir du moment depuis que Obama était au pouvoir où j'étais content d'une chose qu'il fait, et là, pour le coup, je l'étais vraiment. Il y a pas à sourciller, il y a pas à cracher dans la soupe, c'est vraiment bien, donc. Et autre sujet, donc pendant qu'on revoyait un peu l'actualité et on voulait vous parler un peu de ce qui se passe à Grenoble, notamment parce que pour une fois avec Edouard on n'était pas d'accord sur la façon de lire un peu la situation. Donc pour résumer un petit peu, c'est la mairie de Grenoble a annoncé qu'elle sera la première grande ville d'Europe à devenir une ville sans pub. C'est-à-dire concrètement ils vont supprimer les panneaux publics d'affichage de publicité et donc ils annoncent après ils veulent les remplacer par des arbres et des panneaux d'expression libre, etc., etc. Donc on verra un peu ce que ça donne et on voulait vous en parler notamment parce que on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut en tirer là-dessus. Voilà. Donc Edouard, toi c'est quelque chose sur lequel t'étais pas spécialement content. Non. Ouais. J'étais en mode facepalm quand j'ai découvert cette nouvelle. Je veux dire, c'est déplacer un problème. Évidemment, la mairie a besoin de se financer. Bon, la publicité, c'est une manière de se financer. Du coup, ils enlèvent la publicité. Ok, ça va créer un manque à gagner, entre guillemets. Encore, c'est des termes très mal adaptés pour un État qui prélève l'argent par la force, mais concrètement, c'est le cas. La mairie arrête de faire la publicité pour prélever des fonds. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est presque certain. Les taxes vont augmenter, la taxe d'habitation va augmenter. Les citoyens, c'est pas comme si youpi, on a la publicité et c'est tout gagnant pour tout le monde. Non, concrètement, l'argent qu'ils vont pas gagner par la pub, ils vont le prendre par la force, par les impôts. Donc après, on avait un débat toi et moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus honnête? Qu'est-ce qui est le moins pire? Moi personnellement, les publicités, ça me dérange pas tant que ça. Je trouve ça joli, c'est souvent très esthétique. C'est souvent pour des produits, des nouvelles, même, je veux dire, purement informatif, pour une utilité purement informative, je suis content d'apprendre. Je veux dire, il y a plein de spectacles, de produits, de films dont je n'entends pas parler tant que ça, et je vois ces publicités, je dis, ok, sympa, peut-être que je vais regarder un œil, peut-être que je vais jeter un œil. Je veux dire, ça fait partie de l'animation d'une ville moderne, ça fait partie de
ce qui rend l'architecture sympathique. Quand je me balade dans un centre-ville, les commerces, les publicités, tout ce genre de choses, ça anime. Et moi, je trouve ça vraiment sympa en fait. Et le couper comme ça du jour au lendemain, bah, je trouve que ça va rendre une ville triste, quoi. Déjà que Grenoble, c'est pas, sans vouloir être méchant, j'espère qu'on n'a pas trop de Grenoblois qui vont, vous êtes pas d'accord avec moi, mais c'est vraiment pas très joli comme ville, quoi. C'est sombre, c'est triste. Si en plus on a les publicités, bah, je pense que ça va devenir encore pire, quoi. Ben ouais, moi c'est. Alors j'ai un point de vue assez radicalement opposé là-dessus et c'est vrai que bon, moi je suis personnellement dans une situation assez paradoxale où j'aime pas du tout ce qui est pub et je bosse pour un des plus gros comment dire fournisseurs de pub américains. Mais moi si tu veux pour moi afficher de la pub c'est une activité économique. C'est comment dire. C'est un peu comme dire, il faudrait que la mairie, pour se financer, eh bien, elle lance un site d'actualité et comme ça, elle aura des emplacements publicitaires pour faire de l'argent. Moi, j'exagère, je grossis un peu le trait, mais je le lis de la même façon et j'insiste sur le fait que vraiment, comment dire, mettre en place des panneaux publicitaires, c'est une activité économique et je ne vois pas, je ne connais pas de, comment dire, d'auteur de philosophie politique qui va venir et dire oui, l'affichage de pub, ça fait partie du rôle régalien de l'État et il faut que ce soit l'État qui s'en occupe. Et Tout, pour moi, c'est pas du tout le rôle d'une mairie de faire ce genre de choses. Si une mairie elle veut se financer, elle a un outil, c'est les taxes. Hein, donc bah ouais, après, mais on peut justement, critiquer, voilà, on peut critiquer ça. Mais si à un moment donné une justement, mairie veut fournir un haut niveau de service public, derrière, faut pas essayer de cacher les trucs en faisant du déficit ou en mettant des pubs ou en machin, en augmentant, je sais pas moi, les prix des places de parking ou autre. Une mairie qui veut fournir un haut niveau de service public, et ben faut qu'elle soit honnête par rapport à ça et que derrière elle aligne les taxes en conséquence parce que c'est pas très transparent tout ça. Et ça me gêne sur le principe qu'une mairie devienne comme ça bah, fournisse une je te activité rejoins. économique. Ouais. Ouais. Et encore une fois, si qu'une ville dise ouais on va financer plein de services publics, ok d'accord, mais en face mets les taxes pour ça, ne détourne pas le sujet en disant on va grappiller de l'argent sur les revenus publicitaires, on va grappiller de l'argent en augmentant je sais pas moi le prix des places de parking ou ce genre de choses. Ouais, je te rejoins là-dessus. En tout cas, c'est plus honnête. Je veux dire, voilà, je veux dire, la mairie produit des services publics et en face, bah, t'as ton coût déterminé, bah, tu reçois la facture à la fin du mois sur la forme des impôts. Ok. D'un côté, oui. D'un autre, je veux dire, quitte, idéalement, enfin, voilà, Oui. tu connais mes positions, Ouais. idéalement, il y aurait même pas de mairie, il y aurait même pas de concept de service public. Donc, quitte à ce que une mairie existe, quitte à ce que l'État existe, je trouve que des manières de financer, il y a une échelle, je veux dire, il y a du plus ou moins pire. Les taxes, je trouve ça tellement brutal, tellement juste, t'as pas le choix, on te force, je veux dire, que tu aimes les services publics fournis ou non, on te force, on te prélève l'argent, bim, dans ta gueule. La publicité, bon bah, c'est pas terrible, c'est très hypocrite, c'est pas transparent, mais c'est moins pire. Voilà, je veux dire, dans mon échelle de préférence, de manière de se financer pour l'État, bah la publicité, c'est moins pire. Je veux dire, ça agrémente l'espace public, ça le rend plus sympa. C'est volontaire, autant que ça puisse l'être. Je veux dire, les publicitaires, on les a pas forcés à acheter des espaces de pub, donc il n'y a pas l'usage de la force fait comme c'est le cas pour les taxes. Donc voilà, mais après c'est à relativiser parce que c'est des montants qui sont vraiment minimes par rapport aux montants des taxes. Je veux dire, Ah oui non clairement. quitte à ce que ça puisse exister, moi je veux dire autant que ça existe. Donc ça me dérange vraiment pas. Tant que c'est pas abusé, je veux dire, s'ils se mettaient à mettre des espaces de pub devant 5 mètres, voilà. Tant qu'ils abusent pas, je veux dire, moi ça me dérange pas et je trouve ça assez ridicule. Surtout que les motifs, je veux dire, c'est pas, ils ont pas la même philosophie que toi et moi. Les Verts qui font ça à Grenoble, c'est purement une type anticapitaliste. La publicité c'est de l'esclavage, les marques nous manipulent et on est tous complètement esclaves de ces publicités qui nous rendent voilà complètement obéissants et aveugles. Je veux dire voilà, c'est tout ce que je rejette, tout ce que je trouve Oui. complètement ridicule et absurde. Et ça n'est qu'une autre manifestation et moi je peux pas, Bah je peux que être contre en fait. écoute, si tu veux, moi j'ai envie de dire, les Verts, ils ont raison, mais pas pour les bonnes raisons, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les, les raisons qui sont avancées pour la suppression de la pub font partie un peu de leur agenda anticapitaliste et compagnie. Mais ça ne veut pas dire, j'ai pas envie de juger la décision sur les intentions qu'il y a derrière. Hein. Je pense enfin toi et moi, on a quand même beaucoup lu sur les questions de décisions qui ont été faites avec des bonnes intentions mais qui ont des mauvais résultats. Moi, je préfère une décision qui a été prise, une bonne décision avec des mauvaises intentions que l'inverse. Et comment dire,
encore une fois, je permets-moi d'insister sur le fait que c'est une activité économique et derrière, tu as toute une chaîne. Bon, moi, c'est vrai que moi, je connais parce que je suis dans le milieu de la pub, mais vraiment, tu as toute une chaîne derrière de gens qui vont profiter de ça. JC Deco va faire des profits en installant les panneaux publicitaires et on sait tous que les marchés publics là-dessus, c'est un peu, voilà quoi. Il y a les annonceurs pareil dessus qui vont se récupérer leur marge. Donc, Mais bon, je peux, ça me à la dérange rigueur, pas, je peux, moi ça me dérange ouais. pas tant que ça tout ça. Enfin, je veux dire que des entreprises créent des espaces pour offrir de la publicité pour d'autres entreprises qui veulent se faire connaître. Je veux dire, bon bah dans un marché libre ça existerait aussi. Ça me dérange pas tant que ça. Oui, mais là, on est, Évidemment que c'est très perversifié par le fait que c'est du service public. Donc les marchés publics, on sait très bien ce que c'est. La sélection, c'est complètement arbitraire. Il y a du copinage là-dedans. JC Deco, c'est absolument pas une entreprise libre sur un marché de concurrence libre. Ok, voilà. Mais dans le principe, ça me dérange pas, voilà. Et je trouve ça moins pire que retirer tous ces espaces de pub. À titre anecdotique, à voir pour le futur ou non, j'avais dans cet article que j'ai sous les yeux, il y a Sao Paulo qui avait la même idée en 2007. Ils l'ont fait, ils ont retiré les 8000 panneaux qui recouvraient les rues de Sao Paulo. Et surprise, surprise, 2 ans plus tard, ils les ont remises. Bon, là c'est une histoire de gros sous. Il y avait un gros contrat à la clé. JC Deco a remporté un appel d'offres. Mais voilà, concrètement, bah, Sao Paulo avait fait l'expérience, ils sont revenus dessus. Est-ce qu'on verra la même chose à oui. Grenoble? Comment dire, après les histoires qu'on a vues au niveau au niveau de la Coupe du Monde, je n'irais pas vraiment citer une ville espagnole en tant que modèle. C'est pas espagnol, c'est brésilienne. Qu'est-ce que je dis, pardon, espagnole, brésilienne. Excuse-moi, oui, par rapport à la Coupe du Monde. Oups. C'est pas un modèle, mais c'est intéressant de le noter. Oui, mais c'est vrai que non, mais c'est une histoire de sous, comme tu le dis, ça met de l'argent dans les caisses de la mairie. Je vais certainement pas le nier. Voilà, moi j'ai un problème sur le principe. Pour moi, l'État ne devrait pas être un acteur économique. C'est tout au plus, il est là pour fournir une liste très très restreinte de choses, tout au plus. Et afficher de la pub ne fait pas partie. Et donc pour l'anecdote, parce que moi j'ai vu ça donc quand je vivais encore à Angers, où on avait la ville pour augmenter les revenus publicitaires, avait commencé à remplacer les panneaux, donc des panneaux d'affichage statique où tu voyais juste une image, et commençait à la place à mettre des gigantesques écrans avec de la pub interactive et tout. Moi personnellement, enfin bon là j'ai envie de dire ça va être un désaccord personnel, mais moi c'est le genre de choses, ça me hérisse le poil et je vois ça, j'aime pas du tout. Donc c'est vrai que moi de me dire une ville qui décide, oui, sur les espaces publics on va retirer les pubs, personnellement j'aurais tendance à applaudir la décision. Mais là du coup ça, on en revient presque, c'est même plus un débat philosophique ou d'efficacité, c'est plus qu'une préférence. Enfin, t'apprécies pas l'aspect purement esthétique de ces genres de publicités. Moi je les apprécie à l'inverse. Ouais. Et c'est après on peut revenir fondamentalement, bah c'est un peu la tragédie de l'espace public, le fait même qu'il y ait un espace public, tout le monde se bat pour imposer ses préférences sur l'espace public là. La source du mal à la base, c'est le fait qu'il y ait une monopolisation de cet espace là. Je veux dire, on n'aurait pas ces conflits là si pacifiquement, comme chez nous, chez moi je décide de la déco, je demande à personne. Voilà, ces conflits là à la base ils existent parce que à la base il y a un espace public. Bon, mais totalement. Après voilà, totalement. il existe, on le changera pas du jour au lendemain, donc la discussion est quand même légitime sur qu'est-ce qu'on en fait. Donc non, mais tout à fait. Moi j'ai envie de dire, encore une fois j'insiste, je reviens, enfin je campe un peu sur ma position, mais ça ne fait pas partie des services, comment dire, ça ne fait pas partie de un marché libre est capable de fournir de la publicité, ça on l'a très bien vu. Donc c'est pas quelque chose sur lequel l'intervention de la force publique est absolument nécessaire, sinon ça n'existerait pas. Tu vois. Après non, on peut avoir une discussion sur comment accommoder ou je sais pas moi comment permettre sur la création d'espaces privés, etc. Mais sur un espace public, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut ramener une justification en disant bon on va installer des panneaux publicitaires ici avec derrière toute la cohorte de corruption que ça peut amener. Moi c'est vraiment là-dessus où j'ai du mal quoi. Moi personnellement, oui, ouais. c'est loin. Enfin, pareil, je vais camper sur ma position. Il va falloir qu'on. On va être d'accord. Mais quitte à ce qu'une mairie existe, quitte à ce que l'État existe, qu'il trouve des manières moins violentes de se financer. Je trouve que la publicité c'est une manière moins violente que les taxes, qui est purement la force brute. File-moi ton argent pour me financer des choses que je choisis. La publicité c'est une manière plus douce. Évidemment, il y a de la corruption, il y a des choix arbitraires, etc. Mais ça me paraît être une manière moins pire que les taxes pour financer. Voilà.
Donc c'était du coup c'est vrai que c'est bien parce que pour une fois qu'on est comme on disait hein, pour une fois on n'est pas d'accord sur un sujet, ça permet un peu d'avoir différents éclairages là-dessus. Moi ça surprendra, je pense que mon point de vue ne surprendra personne hein. J'ai été assez transparent sur le fait que j'ai milité un certain temps chez Europe Écologie, donc bon ça doit être mon côté gaucho qui ressort. Et pour terminer, donc on a fait un petit tour sur les questions Ask. Donc pour rappel, j'ai un compte le French Libertarian sur ask.fm, le lien sera dans la description, donc sur lequel vous pouvez poser anonymement des questions et on prend chaque semaine, et bien on reprend un peu la liste, on reprend ce qu'il y a dedans et on essaie de voir s'il y a des questions qu'on trouve intéressantes et on essaie d'y apporter une réponse. Et aujourd'hui, bon c'est une question anonyme, donc je ne sais pas qui l'a posée, mais je vais vous la lire. Il est possible de remarquer un durcissement de la parole des libéraux au travers de commentaires ou d'interventions contre les immigrés, les bénéficiaires de minima sociaux, etc. Y a-t-il une droitisation des libéraux ? Fin de citation. Et là, on était tombé, quand on a Voilà. préparé l'émission, on était tombé d'accord, toi et moi. C'est pas tant qu'il y a une droitisation des libéraux que il y a de plus en plus de personnes de droite qui se revendiquent libéraux. On le voit ça énormément, surtout depuis que Hollande est au pouvoir. Il y a en une certaine mesure, une libéralisation de la droite, en quelque sorte, à relativiser, mais elle est certaine qu'on le voit de plus en plus, quoi. Mais je pense que je serais même, j'irais même plus au-delà de ça. C'est-à-dire que si on regarde un peu les enquêtes d'opinion, comment dire, sans aller sur les idées vraiment hardcore, entre guillemets, libérales, si on regarde sur des choses, des principes ou des questions assez bêtes, il y a vraiment une adhésion de la part des Français, de façon générale, de plus en plus une adhésion plus forte aux idées libérales. Donc il y a vraiment une libéralisation dans les mentalités, même si on part de loin et même si c'est petit à petit, il y a une certaine libéralisation des mentalités en France. La droite, pour des questions historiques, comment dire, les libéraux ont plus tendance à être à droite, mais ça c'est vraiment, j'insiste, hein, plus pour des questions historiques que des questions vraiment idéologiques. Donc qu'on assiste à une migration entre guillemets de personnes qui viennent de la droite vers les idées libérales, ça me surprend absolument pas. Est-ce qu'il y a comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a une droitisation des libéraux? Les gens qui ont été libéraux depuis le début, je pense pas qu'ils aient vraiment changé là-dessus. Hein. Voilà. Après, il y a toujours eu des libéraux conservateurs, des libéraux qui ont toujours eu une sensibilité de droite. Je crois pas qu'ils soient plus de droite qu'avant, et je crois pas que ceux qui n'avaient pas cette sensibilité-là l'ont maintenant. Mais c'est juste qu'ils sont plus nombreux. Voilà, ils sont de plus en plus nombreux, voilà. Tout à fait. Et on peut revenir sur ça aussi. Enfin, il y en a jamais eu autant. Enfin, je sais pas si c'était la même remarque que tu t'es faite, mais il y en a jamais eu autant que depuis que Hollande était au pouvoir, quoi. Il y a tellement, c'est tellement dans l'absurdité, purement l'absurdité du socialisme, que les gens en contre-réaction, sont attirés de plus en plus par les idées libérales. Oui, et pas que Hollande. Moi, j'en remonterais même à Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy nous a promis le libéralisme pendant sa campagne et puis a fait exactement l'opposé pendant 5 ans. Suite à ça, on a eu Hollande, et Hollande, alors pareil, hein, Hollande c'est absolument génial, hein, c'est un professeur d'économie malgré lui, Hollande. Maintenant, les gens comprennent les notions de base de l'économie, comprennent que la dépense publique ça tombe pas des arbres. Donc il a fallu passer par Hollande, mais enfin voilà, en tout cas le fait est là. On en parlait la dernière fois, mais cette phrase là qu'il a faite, c'est pas cher, c'est l'État qui paie. La réaction qu'il y a eu par rapport à ça, le tollé que ça a fait, voilà. C'était un peu ridicule parce qu'on s'en doutait, mais en fin de compte c'est quand même bon aussi de dire que les gens se rendent compte, je veux dire, ils ont compris que l'argent public ça tombe pas du ciel, que tous ces états pléthoriques qu'on a, on le paie, et on le paie très très cher. Donc les esprits vont dans le bon sens. Est-ce que le politique suit après? C'est peut-être une autre question. J'en ai pas vraiment l'impression. Voilà. Ouais, moi j'aurais juste. Vas-y. Ouais, pardon, vas-y, je te laisse terminer. Non, mais parce que on avait eu une autre question, très rapidement, on peut l'évoquer sur Ask, qui nous demandait si est-ce qu'il va y avoir un candidat libéral en 2017. Honnêtement, personnellement, j'en doute. Il y aura encore une fois une échelle du moins pire au plus ou moins pire, mais qui est un réel candidat libéral, je crois pas, malheureusement. Même si il y a une, comme on en parlait il y a un instant, il y a une certaine libéralisation de l'esprit chez les Français, mais concrètement dans les actes, comment ça se manifeste? C'est un peu timide pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, moi j'aurais juste un regret par contre, c'est que effectivement, par rapport aux gens qui se revendiquent libéraux, effectivement on va plus trouver des gens qui sont à droite, malgré le fait, encore une fois j'insiste, il y a, si on regarde de façon générale, il y a une tendance de la population globale
à aller vers des idées de plus, comment dire, plus de liberté économique, etc. Et moi, ce que je regrette, c'est que il n'y a pas un tel mouvement aujourd'hui à gauche qui se déploie, un mouvement qui serait plus dans les idées, je sais pas si on prend la gauche américaine n'a absolument rien à voir par rapport à la gauche française, et avec toutes les critiques que l'on peut faire de la gauche américaine, ce sont quand même des gens, quand tu les interroges dans la rue, tu leur demandes est-ce que c'est l'État qui devrait gérer Facebook, ils prennent un air horrifié et disent ah bah non 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 non. Donc moi c'est un peu le regret, même au c'est niveau qu'il y a, il y économique. a un rejet même au niveau économique, c'est-à-dire que encore une fois c'est pas des gens qui sont c'est clairement pas des libertariens, mais faut pas non plus les caricaturer en disant qu'ils veulent transformer les USA en Cuba. Ouais, mais C'est-à-dire que quand on leur passe non mais quand on leur tu connais bien le contexte de la France. Enfin, on en est ah non mais tellement voilà loin de voilà tout mais ça, moi voilà, justement c'est mon regret, c'est qu'on voit une libéralisation des mentalités en France, mais on ne voit pas mon regret, c'est qu'à gauche on ne voit pas un mouvement similaire se faire comme ce qu'on à moi, droite c'est clairement assumé qu'il y ouais. a de plus en plus une partie de la droite de plus en plus importante qui se revendique libérale. Moi j'attends de la gauche que sur Moi, les questions économiques il y ait une telle chose, et ce serait Ouais. intéressant. Moi, je les attends pas tant pour des questions économiques. Je veux dire, moi, j'ai pas de surprise, ça m'étonne pas, et j'ai pas tant d'attentes à ce niveau-là. J'en ai plus, et j'ai beaucoup de regrets par rapport à la gauche française sur les questions des libertés civiles. Tout ce qui est, je sais pas, la prostitution, les drogues, l'immigration, la surveillance, tous ces sujets-là, on les entend pas, quoi. Je veux dire, Voilà. où est la gauche qui est censée se battre contre cette droite hyper sécuritaire, restrictionniste de l'immigration, réactionnaire, enfin voilà. Où est cette gauche qui, en opposition à ça, se bat pour les libertés civiles? Je veux dire, elle est inexistante en France. Économiquement, ils sont terribles. Ils sont pour, voilà, ils sont toujours dans ces utopies marxistes ou presque. Enfin, c'est un peu caricatural, mais ils sont pas encore dépassés. Ils sont encore loin, comme disait, de la gauche américaine. Et en même temps, au niveau sociétal, bah, on voit pas une défense des libertés comme c'est supposé l'être. Bon, il y a les Verts qui défendent la dépénalisation du cannabis, mais ça va pas au-delà, quoi. Je veux dire, Et où elle est cette gauche-là? Moi, je les attends à ce niveau-là, ouais. bah, comme tu le dis, c'est-à-dire que si tu après ça va être tu vas trouver des poches, mais sur des questions ultra précises. C'est-à-dire que les Verts se distancent de plus en plus du Parti Socialiste. Ils se sont rendus compte que les gens avec qui ils ont fait un pacte en 2012, ce sont absolument pas des gens. Enfin, toutes les critiques qu'on peut formuler par rapport aux Verts, ce sont des gens qui sont en faveur de l'ouverture des frontières pour l'immigration. Ce sont des gens qui sont quand même ouverts sur les questions des drogues. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont très très critiques par rapport au PS. Et c'est pas juste sur des questions économiques. Il y a un vrai schisme au niveau de la gauche, et des gens de plus en plus qui sont en train de dire mais regardez, enfin le PS, maintenant que le PS est au pouvoir, ils sont un peu gênés, ils osent pas trop en parler publiquement, mais tous les gens qui criaient sous Sarkozy en disant ce que Sarkozy fait c'est horrible, aujourd'hui on a Manuel Valls qui fait au moins pire, au moins la même chose, ouais, voilà, au si moins la ce même n'est chose, pire. sinon si ce n'est pire. Et on a quand même des voix minoritaires, mais on a quand même des voix aujourd'hui qui s'élèvent là-dessus et qui disent non mais attendez, on n'a pas voté pour ça en 2012. Ouais. Donc Autre on sujet, verra, ouais. on verra un peu comment ça tourne, mais moi là-dessus j'insiste, hein, il y a vraiment niveau les mentalités évoluent en France, et j'ai l'impression que les mentalités évoluent dans le bon sens. Donc on verra un peu comment ça évolue par la suite. Peut-être autre sujet très rapidement pour conclure. À ce niveau, parmi les sujets où la droite faisait quelque chose de terrible, la gauche le dénonçait. Adopi, toute la question du droit d'auteur et ces conneries-là. Dire, quand la gauche était en opposition pendant que Sarkozy était là, mais c'est terrible, non, on va y mettre fin quand on sera au pouvoir. Bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils maintiennent le statu quo en place. Oui, Et- c'est pire que ça. Et c'est même pire que ça, ouais. Je sais pas si tu as suivi un peu par rapport au projet de loi, le projet de loi terrorisme. Oui. Alors c'était mais absolument ridicule. Parce que, donc pour l'anecdote, tu avais Lionel Tardy, donc député UMP, qui est très très pointu. C'est un ingénieur informatique de base, donc sur les questions internet, c'est un des rares dans l'hémicycle à vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc quand il y avait la loi de l'OPSI sous Sarkozy, il était déjà vent debout, hein, contre cette loi. Et le PS à l'époque était contre, en disant oh là là, c'est l'arsenal ultra sécuritaire et tout. Ils avaient déployé tout un arsenal d'arguments. Et là, ils nous ont sorti, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils nous ont sorti exactement les mêmes conneries dans leur loi contre le terrorisme. Et Lionel Tardy, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a un jour, devant l'hémicycle, il s'est levé et en fait, il a pris le micro et il a commencé à lire les comptes rendus de l'OPSI, qui étaient des arguments contre la surveillance, et qui avaient été donnés par des gens du PS qui aujourd'hui défendaient la loi. Donc c'était absolument c'était d'une ironie mais succulente. Et quand on a demandé à Bernard Cazeneuve pourquoi est-ce que vous dites aujourd'hui exactement l'inverse que ce que vous disiez il y a quelques années, Bernard Cazeneuve qui disait ah oui mais les jeunes ils ont changé.
Voilà. Et ça, Maintenant, il y a Internet. Maintenant, il y a les meuborgs. Et ça, les gens se rendent compte, je veux dire, même sur Twitter, je le vois très souvent, de beaucoup de personnes de gauche, ils détestent Hollande. Enfin voilà, Hollande est détesté par tout le monde, et notamment sur ces questions-là, ils s'en rendent compte, ils le disent. Ben regardez, quand ils étaient en opposition, ils dénonçaient tout ça, et maintenant ils font exactement la même chose. Je veux dire, les gens vraiment s'en rendent compte, ça passe pas inaperçu sur le truc maintenant. Juste pour l'anecdote, Nicolas Sarkozy, à ma connaissance, durant son mandat, n'a jamais déporté d'enfants. Alors que ça a été le cas. Manuel Valls l'a fait, et personne n'a bronché. Ouais. Et ça, moi, je trouvais ça vraiment criant. Donc, c'est vrai que il va falloir. Enfin, moi, j'appelle vraiment de mes voeux à ce qu'au niveau de la gauche, il y ait un. Je vais pas parler de grand soir libéral, mais qu'il y ait quand même. Non, mais voilà, qu'il y ait une ouverture là-dessus et qu'il y ait quand même sur des sujets sur lesquels on les attend et il y a des sujets sur lesquels ils sont pas là. Et du coup, voilà. Je te rejoins à 100% là-dessus. C'était notre troisième épisode de notre nouveau podcast Free Lunch. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à aller sur le FrenchLibertarien.fr. Vous pouvez vous abonner et nous retrouver tous les jeudis. Merci à Edouard d'être venu encore une fois. Merci Manu. Et à la prochaine. À la prochaine.